Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de la Formule 2 2019. Je vous avais fait une vidéo sur les formules de promotion et leur importance il y a quelques temps, et finalement je vous avais jamais parlé de la Formule 2 2019 qui va se dérouler là maintenant. Du coup, on se rattrape. La Formule 2 est ce que l'on appelle l'antichambre de la F1. C'est la dernière catégorie avant de faire le saut dans le grand bain. C'est une catégorie que l'on appelle monomodèle puisque tous les pilotes disposent de la même voiture. Cela permet notamment de juger plus facilement les pilotes et de les comparer à machine égale. Plus ça coûte moins cher. Mais vous allez le voir, il y a parfois quelques petits twists qui fait que certaines équipes sont meilleures que d'autres. La F2 est véritablement l'apprentissage des bases du métier de pilote de Formule 1. On y apprend à gérer les pneus Pirelli, à rouler avec une monoplace à moteur turbo, à appréhender le paddock de la F1, à rouler sur les mêmes circuits que la F1, bref, même si c'est un championnat, de l'intérieur, les pilotes vivent aussi cela comme une école de formation. Cette catégorie emploie donc les très complexes pneus Pirelli. En effet, les Pirelli doivent probablement être les pneus qui se dégradent et s'usent le plus dans le sport automobile de nos jours. Eh oui, on a les voitures peut-être les plus pointues, mais on a des pneus qui tiennent en moyenne 150 bornes. C'est dommage, vous avez dit? Dans tous les cas, on l'a vu à Bahreïn, la gestion des pneumatiques est primordiale. Encore plus sur ce circuit du fait des fortes chaleurs d'ailleurs. Cela sera évidemment moins accentué sur d'autres circuits pendant la saison, mais il ne faut pas négliger cet aspect pour autant. Et oui, il faut savoir quand attaquer, quand économiser, quand changer de pneus, quand s'arrêter, avoir la bonne stratégie, bref, cette catégorie demande un minimum d'intelligence de course. On utilise les mêmes gommes qu'en F1 donc, sauf qu'évidemment elles sont adaptées à la Formule 2. Vous ne serez donc pas perdu si vous regardez la Formule 2 sur Canal+. On fait donc un petit tour par la réglementation avant de continuer sur les spécificités de la voiture si vous le voulez bien. Les week-ends de F2 se déroulent avec une séance d'essai libre le vendredi de 45 minutes et d'une séance de qualification de 30 minutes pour la course 1. Oui, parce que pendant les week-ends de F2, il y a 2 courses. Les équipes de F2 arrivent donc sur le tracé avec un setup qui a été établi dans leur propre simulateur. Il faut donc le valider et faire les ajustements nécessaires qui peuvent être faits qu'avec un ressenti en réel. Et certaines équipes de F2 n'ont peut-être pas de simulateur ou alors ne savent pas encore bien corréler le virtuel et le réel. Ils peuvent donc arriver avec un moins bon réglage et parfois se perdre avec les réglages de la voiture. La course 1, que l'on appelle feature en anglais ou course longue, se déroule généralement le samedi après-midi après la séance de qualification de la Formule 1. La course a une longueur de 180 km à peu près, ce qui est l'équivalent d'un peu plus de la moitié d'un Grand Prix de Formule 1. Pendant cette course longue, les pilotes doivent obligatoirement effectuer un arrêt au stand et rouler avec 2 types de pneus. Pas de ravitaillement en essence, ils partent avec le plein, bref c'est un petit peu comme la F1. Et mine de rien, la longueur de la course est assez importante et pas forcément évidente à gérer pour tous les pilotes qui viennent soit du GP3, soit de la Formule 3. Bah oui, dans les catégories inférieures, les courses se résument à des courses sprint, des courses courtes finalement avec beaucoup d'attaques, pas d'arrêt au stand, etc., etc. Attaquer un petit peu trop fort et finalement s'effondrer en même temps que leurs pneus au classement. On attribue à l'issue de la course le même nombre de points qu'en F1, 25 pour le premier, 18 pour le second, 15 pour le troisième, etc., etc. Tout le monde dort bien la nuit du samedi au dimanche, enfin tout ça dépend de si vous avez sorti une bonne course ou pas, et on se retrouve donc le dimanche matin pour la course 2 qu'on appelle la course sprint. Sauf que vous allez me dire, mais d'un Pierrot, du coup dans quel ordre ils partent, les pilotes, ils refont pas une qualif? Eh ben non, justement on a trouvé un système bien plus sympathique et plus spectaculaire à mon avis. On prend donc les 8 premiers de la course 1 et on inverse l'ordre de la grille. Le 8e de la course 1 part donc en pole position, le 7e part donc 2e, etc., etc. Donc oui, si tu finis P9 de la course 1, tu te fais puisque tu vas partir P9 de la course 2. Cette course 2 ne demande pas d'arrêt obligatoire, la longueur de la course est plus courte et on est aux alentours d'un peu plus de 30% de la longueur d'un Grand Prix de Formule 1. Et là vous allez me dire, mais alors si la course 2, elle s'appelle sprint, ça veut dire qu'on peut attaquer comme des gros porcs. Eh ben non, justement, à quelques exceptions près cette année, eh bien la course 2 de Formule 2 sera probablement la plupart du temps de la gestion pneumatique. Et comme on a pu le voir à Bahreïn, la forte dégradation peut pousser certains pilotes à tenter des stratégies avec un arrêt. Mais je vous vois venir là, vous, avec vos « Ah mais c'est que de la stratégie, nanana, c'est chiant et tout ». Sauf que c'est sans compter les jeunes têtes brûlées qui bégayent dès qu'on leur parle d'intelligence de course. Bah oui, finalement, la Formule 2 c'est un savant mélange entre l'apprentissage de la course façon Formule 1 et des mecs et des nanas qui sont complètement bourrins sur la piste. Si vous voulez un peu de drama et des crashs, vous êtes a priori au bon endroit. Pour finir sur cette course sprint, on y attribue moins de points que la course longue, seuls les 8 premiers marquent des points, le premier prenant 15 points, le second 12, etc., etc.
Attendez pilote, t'as parlé de femme? Eh bien oui, pour la première fois de l'histoire de la discipline, il y a bien une femme en Formule 2. C'est Tatiana Calderón, une jeune pilote colombienne que l'on a vu souvent avec des tenues Sauber Alfa Romeo. Mais malheureusement, contrairement à Juan Pablo, Tatiana a un palmarès qui en dit long sur sa performance. 2 victoires et un seul titre de vice-championne dans la totalité des championnats qu'elle a disputés, c'est-à-dire 18 championnats seulement en sport automobile depuis 2010. C'est ce que l'on appelle plus communément une fraude. Et qui plus est, malgré son expérience en sport automobile, j'ai le feeling que c'est son coéquipier Antoine Hubert qui va devoir se taper tout le boulot pour les réglages de la voiture. Pensez que Sean Gelael était imbattable, mais là... Et puis putain, faut que ça tombe sur une femme quoi. Et malheureusement, son talent ne fait pas vraiment honneur à la jante féminine qui, même si elles ne sont pas nombreuses, certaines ont quand même un minimum de talent comme Jamie Chadwick. Mais bon, ça c'est vraiment une autre histoire. Bon, parlons un peu de la voiture. La longueur est similaire à la Dodge Charger de Vin Diesel dans Fast and Furious, mais niveau moteur, c'est pas vraiment la même chose. Pas de V8 aspiré de manière monstrueuse, mais plutôt un petit V6 turbo 3 litres 4 2 cylindrés, on trouverait ça presque mignon. Mais ne te méprends pas au grand diable que tu es. Ce mignon petit V6 développe tout de même 620 chevaux pour un poids de moins de 800 kg avec le pilote. Un rapport poids-puissance plutôt sympathique qui te catapulte le 0 à 100 en moins de 3 secondes. Je vous l'ai dit, la bagnole a des pneus Pirelli, une aéro plutôt simple, pas de déflecteur monstrueux et donc autant vous dire que l'adhérence est assez précaire par rapport à une F1. Comme sur les F1 d'ailleurs, il y a la présence d'un DRS ou d'un Drag Reduction System. Le système est le même qu'en F1, si vous êtes à moins d'une seconde de la voiture devant vous, vous pouvez ouvrir la partie supérieure de l'aileron arrière dans une zone délimitée, gagner en vitesse de pointe et tenter de dépasser plus facilement la voiture devant vous. Bref, la voiture de l'année dernière était particulièrement compliquée sur les phases de démarrage. Ils ont eu pas mal de problèmes sur la gestion de l'embrayage et on a vu plusieurs fois des bons comme des mauvais pilotes calés au moment de l'extinction des feux. Bon. Maintenant, on va parler plus en détail de ce que l'on pourrait avoir pendant cette saison de Formule 2. Les vétérans, ou les chèvres qui n'ont pas convaincu pour passer en F1 et qui persistent encore. Jordan King, on est sur une fraude majeure. 2 victoires pour 65 courses disputées en Formule 2 et un passage par l'IndyCar en 2018, il est là probablement pour payer les factures de MP Motorsport. Il ne faut pas s'attendre à le voir devant. La fraude de ce plateau s'appelle Sean Gelael, 68 courses dont 0 victoire. Il est chez Prema une des meilleures équipes de la grille depuis l'année dernière, donc autant vous dire que lui, il se fait plaisir. Il apprendra pas grand chose à Mick Schumacher, son coéquipier rookie cette année. Luca Giotto, là aussi on est sur une des plus grandes fraudes du plateau, 68 courses pour seulement 2 victoires, il entame sa 4e saison de Formule 2 et il mène le championnat à l'issue du week-end de Bahreïn. Pas sûr qu'il y reste, mais s'il gagne le championnat, cela témoignera du mauvais niveau du peloton cette année. Il pilote pour Uni Virtuosi, qui courait sous le nom de Ration Time en 2018, une plutôt bonne équipe. Matsushita, un revenant comme Jordan King, 63 courses pour 3 victoires, on est sur une petite fraude tranquille, il remplace Lando Norris chez Carlin, ça va être très difficile de faire mieux pour lui. C'est le moment pour Louis Delettra, son coéquipier suisse, de briller avec une bonne équipe. Le Lance Stroll de la F2 se nomme Nicolas Latifi, on part sur un 55 courses pour 2 victoires, il entame sa 4e saison chez Dams, il devrait se battre pour le championnat normalement, il aura fort à faire avec son coéquipier assez expérimenté Sergio Sette Camara, pilote assez agressif aux 44 courses dont une seule victoire. Celui que tout le monde attend s'appelle Nick De Vries. On a beaucoup dit du bien de lui et pourtant il entame sa 3e saison mais cumule quand même 4 victoires. C'est celui qui doit avoir le plus de talent et de performance sur le plateau. Il va falloir absolument qu'il remporte le championnat pour la suite de sa carrière. Il roule pour Hart Grand Prix, équipe qui a amené Russell à la victoire en 2018. Parlons rapidement des rookies. Un qui sera surveillé autant que la NSA surveille la Chine, c'est Mick Schumacher. On va se prendre des raz-de-marée médiatiques chaque week-end dans la tronche. On parlera tout le temps de lui, peu importe ce qu'il fasse, et ça c'est vraiment très dommageable pour les autres pilotes malheureusement. Si vous voulez en savoir plus sur Mick Schumacher, j'ai déjà fait une vidéo à son sujet d'ailleurs. J'ai aussi fait une vidéo sur Dorian Boccolacci il y a pas longtemps, mais on surveillera aussi de très près Antoine Hubert qui fait partie de la Renault Academy et qui a fait un week-end ultra magnifique à Bahreïn. Giuliano Alesi sera aussi à surveiller, mais on en parlera dans une autre vidéo. Un rookie qui s'est fait remarquer en faisant un tour de plus malgré le drapeau à damier, c'est Raghunathan. Pas sûr de son talent, il se fait sûrement plaisir lui aussi. Et je termine par Nikita Mazepin, le Lance Stroll russe, équipier de De Vries, intelligence de course proche de 0 pour l'instant, mais la vie est un apprentissage permanent. Vous l'avez compris, le plateau de F2 est probablement l'un des moins forts depuis ces dernières années, donnant de belles opportunités à nos rookies français par exemple de s'illustrer. Il y a toujours de l'action et des rebondissements et les jeunes générations ont toujours les crocs. Et vous la F2, vous allez la regarder ?